Bonjour, bienvenue à tous dans Mobility TV pour faire le bilan, le point sur le contrôle technique. Nous avions fait une émission il y a quelques mois déjà, avant l'entrée en vigueur des nouvelles normes. Nous allons faire donc le bilan avec l'ensemble de nos invités. Cathy Bitt, qui est du ministère de l'écologie, bonjour. Bonjour. Karine Bonnet du réseau DECRA, bonjour. Bonjour. Bernard Bourrier, CNPA Autovision, également avec nous. Bonjour. Bernard Desbouvry, donc d'Autosur. Bonjour. Et puis Guy Morvan du réseau SGS. Du groupe SGS qui détient 2 réseaux. Voilà, qui détient 2 réseaux, absolument. Alors, Cathy Bitt, peut-être un bilan donc de ce... On annonçait un peu l'apocalypse. Qu'est-ce qui s'est passé finalement au mois de mai dernier? L'apocalypse n'a pas eu lieu. Mais je vous l'avais bien dit quand on s'est vu au mois de mai dernier. Et finalement, quand on regarde les contrôles qui ont été réalisés entre le 20 mai et le 31 août, il y a eu 4 642 265 contrôles de véhicules légers qui ont été réalisés. Et on arrive à un taux de contre-visite de 20,28% pour les véhicules qui sont mis en contre-visite et qui ont 2 mois pour faire leur réparation et qui continuent à circuler entre-temps. Et à un peu moins de 1,5% pour les véhicules dont la validité de contrôle est d'1 jour, puisque ces véhicules, je vous le rappelle, présentent des défaillances critiques. On est donc très loin des taux qui étaient annoncés à 40% et autres. Et pour les défaillances critiques, on est à moins de 1,5%. Et en plus, quand on regarde ces résultats, on constate que les défaillances critiques, c'est essentiellement sur des problèmes de pneumatiques, des problèmes d'éclairage et également des problèmes de frein de stationnement. Et donc finalement, on est loin d'avoir besoin de mettre sa voiture à la casse, même quand on a une défaillance critique, puisque ce sont des choses que les garagistes savent facilement et rapidement réparer. Alors comment ça s'est passé du côté des réseaux? Est-ce qu'il y a d'abord eu des embouteillages, Guy Morvan? Des embouteillages avant la date fatidique, oui, on a eu une hausse d'activité de presque 60%, donc effectivement une certaine saturation. Et puis immédiatement après la mise en application, tout ce qui avait été fait n'a plus été à faire, bien évidemment. Les contrôleurs, à contrario, ont fortement sollicité les réseaux avec un pic d'appel pour de l'assistance de notre côté. On a eu en 1 mois autant d'appels qu'en 1 an, et le premier jour d'application autant d'appels qu'en 1 mois. Oui, ça veut dire qu'il y a eu donc un petit engorgement au début, mais que vous avez su gérer, Karine Bonnet? Écoutez, nous, dans notre réseau DECRA et dans l'ensemble de nos enseignes, on a aussi observé, comme tout à chacun autour de la table des différents réseaux, plus d'activité effectivement sur le mois d'avril et mai, les mois qui ont précédé la mise en application de la directive, avec un essoufflement sur juin, juillet, août, qu'on ressent encore aujourd'hui en septembre. Mais dans l'ensemble, nos centres ont été bien préparés à accueillir les clients dans les centres. Donc, on suggérait bien sûr que de temps en temps, on a été obligé de refuser ou de reporter ou d'avoir des journées très longues. On a beaucoup de centres qui ont ouvert 6 jours sur 7. Augmenter l'amplitude horaire aussi pour accueillir l'ensemble de leurs clients, parce que l'objectif étant de pouvoir aussi assurer notre mission de délégation de service public, que on peut l'appeler ainsi, puisque le contrôle technique permet quand même avant tout. Vous avez parlé d'un essoufflement. Qu'est-ce que ça veut dire, Bernard Desbouvry? Ça veut dire que il y a eu une grosse charge et puis aujourd'hui il y a un petit peu moins de voitures. Toutes les voitures sont passées finalement. Tout à fait. En fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de clients, de possesseurs de voitures qui ont anticipé leur contrôle technique, c'est-à-dire que c'est des personnes qui normalement auraient dû venir au mois de juin, juillet ou août, de crainte de la sévérisation des normes au 20 mai, ont préféré faire leur contrôle technique avant. Et donc évidemment, ces personnes qui l'ont fait avant ne viennent plus après, par définition, et donc les mois de juin, juillet, août sont des mois faibles en termes d'activité. Est-ce qu'en termes de personnel, vous avez dû vous adapter, Bernard Bourrier? Oui. Alors, plusieurs choses. Le personnel a été très bien formé, car effectivement, nous avons vu qu'à partir du 20 mai, s'il y avait moins d'engorgement, il y avait beaucoup de questions qui se posaient dans les centres. En ce qui concerne le réseau Autovision, nous avons mis en place une plateforme hotline spécifique dédiée à l'accompagnement des contrôleurs. C'est clair que les premiers jours et la première semaine, il y a eu énormément d'appels, de sollicitations du réseau, mais il n'empêche que le flux a été absorbé, les temps de contrôle ont été augmentés, ça c'est clair, en même temps, c'est ça ce qu'on avait prévu, mais il n'y a pas eu de catastrophe, comme l'a indiqué très clairement Madame Bitt tout à l'heure, il n'y a pas eu d'apocalypse. Donc je pense que
dans le principe que l'on a énoncé depuis un certain temps, un véhicule correctement entretenu, selon les règles prescrites par les constructeurs, est un véhicule non dangereux. Et le contrôle technique, quelle est sa vocation? C'est d'assurer l'état de dangerosité ou non, donc l'état d'entretien du véhicule. Et la nouvelle formule, effectivement, met en exergue ce que l'on savait, parce que les défauts critiques d'aujourd'hui étaient des défauts constatés hier, mais leur dangerosité est mise en exergue pour qu'il y ait une conscience du conducteur de son danger. Et je pense que globalement, la profession, dans son ensemble, a très bien réagi et tous les réseaux ont accompagné le mécanisme. Et les automobilistes, en venant chez vous, ils avaient quelle attitude? Alors, on parlait tout à l'heure, on a formé effectivement l'ensemble de nos centres, mais on a aussi informé les automobilistes. On leur a expliqué également que les contre-visites avec les différents niveaux de défaillance mineure, majeure et critique, étaient pour estimer l'état de dangerosité d'un véhicule. Et que finalement, ça allait pour eux dans le sens de leur prévention, de la sécurité, eux en tant que conducteurs, mais aussi des autres usagers de la route. Et comme le disait tout à l'heure Madame Bitt, effectivement, dans les défaillances qu'on a relevées au niveau national, mais aussi dans l'ensemble de nos réseaux, sont essentiellement au niveau critique des pneumatiques, des liaisons au sol, le frein, la visibilité, donc qui sont des choses faciles à entretenir, mais qui sont aussi les éléments essentiels de la sécurité routière. Ouais. La nouvelle étape, Cathy Bitt, aujourd'hui, c'est ça. Donc vous avez passé quand même une étape qui était importante. Donc maintenant, il y a de nouvelles directives européennes qu'il faudra appliquer. Non, il n'y a pas de nouvelles directives européennes pour l'instant. On parle beaucoup pourtant de directives européennes qui doivent être encore appliquées. Non, il n'y a pas de nouvelles directives européennes, il n'y a pas de nouvelles directives en négociation. Voilà. Ce qu'il y a de prévu, c'est qu'en France, nous allons à partir du 1er janvier 2019 avoir des opacimètres qui permettent de mesurer la pollution émise par les véhicules diesel. Nous allons avoir des nouveaux opacimètres ou des opacimètres modifiés par rapport à une nouvelle norme qui entre en vigueur au 1er janvier 2019. Alors, pas d'affolement. Qui est une norme nationale ou qui est une norme européenne? Une norme nationale. Pas d'affolement, on ne va pas refaire ce qui s'est passé pour le 20 mai 2018, on ne va pas vous annoncer des taux gigantesques de contre-visite, on aura très certainement, effectivement, quelques pourcents de plus en contre-visite pour les véhicules diesel, mais de façon justifiée, parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que la norme utilisée est une norme de 96, totalement obsolète, et que pour arriver à trouver qu'un véhicule diesel pollue, il faut vraiment faire de gros efforts. En réalité, à peu près 100% des véhicules diesel sont déclarés non polluants, y compris ceux pour lesquels on voit manifestement qu'il peut y avoir un problème. Donc il était urgent de modifier cette norme, nous l'avons fait. Nous avons travaillé avec les fabricants de matériel, nous avons travaillé avec les opérateurs de contrôle technique. Tout est prêt maintenant pour qu'au 1er janvier 2019, au passage en contrôle technique, un automobiliste sache vraiment si son véhicule pollue ou non. Ouais. Et ça veut dire qu'il va falloir aussi, pour vous, l'ensemble des réseaux s'adapter, Guy Morvan? Ça va nécessiter, au niveau des centres, effectivement, soit une mise à niveau des matériels, une simple mise à jour des logiciels, et puis pour à peu près la moitié des centres, quand même, un changement des matériels et achat d'opacimètres vraiment nouvelle génération, extrêmement plus précis et capable d'aller chercher des valeurs très très basses. Pour vous, ça représente des investissements assez lourds ou pas? Ça représente pour Vous avez le ministère de l'écologie qui est à côté, donc vous pouvez faire passer le message. Mais derrière, on va me répondre que la santé n'a pas de prix. Ouais. Mais oui, ça représente un investissement pour chaque centre qui a besoin de changer son matériel de l'ordre de 8 000 €. Ouais. Donc, oui, c'est exactement la même notion d'investissement pour nous aussi, avec une particularité, c'est comme on a une activité en propre importante, on a des investissements de nos centres affiliés, mais également de notre activité en propre. Et ça va être un enjeu en fait assez important. Non seulement donc on parlait du danger des véhicules tout à l'heure, mais là cette fois-ci on s'attaque peut-être à un autre volet. C'est la santé des citoyens et la préoccupation environnementale qui est de plus en plus prégnante, quoi. Tout à fait, moi je pense que c'est une très très bonne chose que désormais le contrôle technique renforce tout le côté contrôle de la pollution, parce que c'est vraiment une préoccupation de nos citoyens, on le voit bien, on parle de ça de plus en plus, et tout l'aspect santé aussi, et donc je trouve très positif que justement on renforce le contrôle technique sur la pollution diesel, et puis que même il y a même des projets à plus long terme sur les oxydes d'azote, les fameux NOx et les particules, donc je pense que le contrôle technique va dans une bonne direction. Oui, ça Cathy Bitt, c'est pas encore pour demain quand même, si? Non, alors les oxydes d'azote c'est pas pour demain, mais nous avions conduit une étude l'année dernière qui avait montré que la seule façon
pour mesurer les oxydes d'azote, c'était d'avoir des bancs de charge pour pouvoir entraîner finalement le véhicule. Donc nous avons décidé cette année, en 2018, de conduire une nouvelle étude pour mieux définir ce dont nous aurions besoin. Pour l'instant, nous envisageons une mise en production dans les centres à l'horizon de 2022, mais rien n'est écrit dans le marbre encore. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, tous les 2 ans, globalement, il faut être capable de s'adapter en fait dans les réseaux. C'est en fait l'énorme problème que tous les opérateurs de terrain rencontrent, donc tous les investisseurs qui exécutent la mission que l'État nous confie, c'est les remises à niveau. Parce qu'effectivement, là aujourd'hui, on parle de 5-8 000 euros pour les remises à niveau des opacimètres. Nous avons eu, il y a quelques années, assez récemment, la remise à niveau du parc au niveau des transmissions, qui fait que quasiment plus de la moitié du parc a été changé, et ça a été un peu plus de 8 000 euros. Là, on sait que les oxydes d'azote, quand il faudra les contrôler, on sera encore bien plus que les 8 000 euros. Donc, je dirais que tout ceci a un double aspect. Et là, il faut en avoir totalement conscience. Il y a un aspect totalement normal et normatif. Le véhicule est un véhicule qui s'use par son usage, et donc il peut devenir dangereux et polluant. Donc dangereux pour l'automobiliste, dangereux pour les utilisateurs de la route, et dangereux pour la santé publique. Personne ne le nie, nous les premiers. Donc il faut que nous ayons les moyens d'accompagner l'automobiliste en l'informant de l'état de son parc, et d'informer en même temps tous les acteurs des services de l'automobile de leurs responsabilités respectives dans leur métier particulier. Là, c'est le principe de base. Le souci derrière, c'est comment les entreprises, qui sont souvent des TPE, ne l'oublions pas, souvent des artisans, le garçon qui travaille seul, qui est le mécanicien, le technicien de contrôleur, qui est le comptable, qui est le standardiste, qui est le balayeur, qui est l'accueil, qui ferme, qui ouvre et autres. Il y a un moment donné où, économiquement, où est-ce qu'il va retrouver son équilibre? Et c'est ça le souci auquel il faut faire attention, parce qu'on voit quand même de temps en temps, alors je ne vais pas pleurer misère, mais c'est quand même la réalité qu'il ne faut pas oublier, on a de temps en temps des affaires qui se retrouvent en tribunal de commerce, en liquidation. Donc là, aujourd'hui, on est dans des périodes critiques. C'est ce que vous ressentez également, quoi. C'est vrai que depuis 5-6 ans, il y a des évolutions successives de la réglementation, et je ne vais pas réexpliquer ce que vient de dire Bernard ou Cathy, ça va dans le sens de l'histoire, de la prévention, de la sécurité routière et aussi de l'environnement en protection. Mais c'est vrai qu'il y a eu pour les centres des investissements successifs qu'on ne retrouve pas forcément après dans la transaction qu'on a avec le client, j'allais dire dans la vente de notre service, de prestation de service. Donc c'est que cette année où effectivement la réglementation nous a permis de pouvoir réajuster et avoir un impact en fait sur les prix. Mais effectivement, ces investissements successifs peuvent être pénalisants pour des... vous suscitez donc une réponse, j'imagine, de Cathy Bit, quoi, en fait, sur ces investissements et ce renouvellement permanent, quoi, hein, que vous imposez. Alors, ce n'est pas vraiment un renouvellement permanent, il y a des évolutions, mais ce que je souhaiterais dire, c'est qu'en France, nous avons beaucoup de centres. Nous avons plus de 6300 centres pour contrôler les véhicules légers, et qui ne sont pas réellement un besoin. Mais en France, on a la liberté... Ce que vous dites, c'est qu'il y en a trop. Oui, je le dis clairement. En France, nous avons la liberté d'entreprendre qui existe, et donc, à chaque fois qu'un centre se propose d'exister, pour peu qu'il ait les bons équipements, qu'il ait un bon système qualité, nous sommes obligés de l'autoriser à ouvrir. Donc forcément, on peut imaginer que si on a plus de centres qu'il n'est nécessaire pour contrôler les véhicules, en période normale, bien sûr, pas juste avant le 20 mai 2018, forcément, on peut comprendre que tous n'aient pas la même activité et qu'il soit plus difficile pour certains de supporter les investissements nécessaires. Ça, c'est assez important, Guy Morvan, Bernard Desbouvry. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des centres qui risquent d'être menacés à terme? En fait, il faut avoir en tête de ce que représente 8 000 euros. C'est une somme, mais il faut le ramener en jours ou en semaines d'activité. Pour un centre moyen, c'est l'équivalent de 2 semaines d'activité, de chiffre d'affaires. Donc il n'y a pas énormément d'entreprises qui se retrouvent à investir 5 et on pourra être amené dans le cadre du contrôle avec les bancs de charge, un équivalent de 2 mois. D'accord ? Donc c'est-à-dire 15% de son chiffre d'affaires en investissement. Il n'y a pas énormément d'entreprises qui font ça.
Alors, effectivement, il y a un problème de nombre de centres et nous, on constate que heureusement, il y a de moins en moins de création de centres. Il y a eu des périodes historiques où il y avait un nombre de créations très important et là, ça se tasse parce qu'effectivement, les conditions économiques sont plus compliquées. Ouais. Et nous, en tout cas, on milite pour une sorte de, entre guillemets numerus clausus, sachant qu'il s'agit d'une profession... Alors là, c'est sensible comme question. Je le dis. Ouais. Et sachant qu'on est une profession réglementée, et bon, alors je sais que les professions réglementées aussi ont été réétudiées récemment, etc. Mais on peut se poser la question, effectivement, de l'équilibre de cette profession. Est-ce qu'il ne doit pas y avoir une transformation, peut-être, parce qu'il y a besoin de contrôle, d'opérer sur l'ensemble, en fait, des automobiles, peut-être de tous les réseaux Cathy, d'une manière ou d'une autre, pour de la réparation, pour... Alors ça, vous le savez, le ministère y est totalement opposé. Il est hors de question de mélanger le contrôle technique et la réparation. Ouais. Tout l'intérêt du contrôle technique, c'est d'avoir un regard objectif, indépendant, pour pouvoir indiquer à la personne qui possède le véhicule s'il faut ou non le réparer et sur quel point. Si le réseau est également réparateur, si le contrôleur est également réparateur, on peut arrêter tout de suite. Il suffit d'aller chez le garagiste, il vous dit ce que vous devez faire, il n'y a pas besoin d'un contrôle technique pour vous le dire. C'est vraiment notre spécificité en France et nous ne souhaitons absolument pas faire évoluer les choses sur ce point. Oui, parce que ce n'est pas valable partout. Hein. Il y a des pays où... En plus, il n'y a aucune demande de la profession sur ce sujet-là. Ouais. Ça, c'est clair, n'était pas possible. Ah, vraiment Là, il y a une ça mérite de poser le débat. À partir du moment où on dit... Parce que là, c'est peut-être un sujet comme ça, on est tous unanimement d'accord. DEKRA, on a l'expérience, on est présent dans d'autres pays européens, parce que là, on parle de l'Europe, on est même présent au niveau international, mais en Europe, on a effectivement, on a le cas de pays qui autorisent la réparation à faire du contrôle, ou le contrôle faire de la réparation. Je veux dire, en fait, l'activité est complètement fusionnée. Nous, en France et dans d'autres pays où on opère, on préfère largement et on milite pour qu'il y ait une stricte séparation de ces deux activités pour garantir la fiabilité d'un contrôle technique. Ouais, la neutralité, bien sûr. La neutralité, sinon ça n'a plus de sens. Les deux principaux pays qui organisent la confusion des genres sont le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Et l'Italie. Et l'Italie en partie. Et il n'empêche qu'aujourd'hui, de ce que l'on voit les uns et les autres, la notion de tierce partie est fondamentale. Quel est le sens que l'on peut donner à une action pour un automobiliste en lui disant « Monsieur, votre véhicule n'est pas bon, mais derrière, je vous fais une note de 5 000 € de réparation ». Ça n'a aucun sens. Dans ce cas-là, il n'y a plus besoin de contrôle technique. Le garagiste vous le dit tout seul. Tout à fait. Alors, je sais qu'il y en a qui militent, mais pas auto-acceptable. Oui, ben voilà. Non, mais la question méritait d'être posée. Il n'y a pas de tabou et il faut se dire en fait les choses, bien au contraire. Aussi, quand même. Bruxelles aussi va dans le sens, on n'a pas imposé partout la stricte séparation, mais va quand même dans le sens d'un tiers de confiance qui doit être le garant. Ouais. En conclusion, autour du sujet, par contre, si vous me permettez 30 secondes, sur lequel Madame Mitt a raison, mais sur lequel il y a des différences selon les administrations et les services, il ne faut pas oublier que territorialement, un préfet a une compétence d'opportunité. Ouais. Ce qui veut dire en clair qu'il y a des territoires où un préfet pourrait très bien dire « je décide de ne plus ouvrir le centre de contrôle technique car il y a capacité à X centres, je les ai, j'en veux plus d'autres ». C'est un droit d'opportunité qui appartient au préfet. Or, aujourd'hui, le préfet, de plus en plus, se détache et délègue au DREAL les fonctions, mais ne détache pas, bien évidemment, son autorité sur le sujet. Donc, aujourd'hui, on n'est pas en tout cas dans ce cas de figure de ne pas autoriser à partir du moment où tout est... Oui. Donc voilà. En conclusion, le contrôle technique, pour vous, les principaux points demain dans chaque réseau et puis au ministère. On va commencer avec vous. Non, avec alors les prochains points qui sont clairement identifiés, et Cathy Mitt en a parlé, c'est effectivement la pollution. Ouais. À plus long terme, ça va être les véhicules autonomes. D'accord, ça c'est clair, c'est l'évolution technologique et le contrôle technique ne peut pas rester en retard par rapport aux véhicules autonomes et aux évolutions technologiques. C'est là où il y aura la transformation probablement de l'ensemble des centres. Oui, ça a déjà commencé avec les voitures connectées et toute l'électronique embarquée, donc effectivement les points importants pour que ce métier continue d'être valorisé et sa place et se réinvente dans l'évolution technologique du véhicule, c'est effectivement les voitures déjà connectées, hybrides aussi, électriques. Et là, il va y avoir besoin de modernisation de nouveau aussi des équipements.
Oui, certainement. Alors là, c'est le législateur qui le dira, qui fait la réglementation. Je ne sais pas. Je pense qu'effectivement, il y aura forcément une évolution des équipements. Ouais. Mais bon, ça, je ne peux pas le... Bernard Desbourg. Alors moi, je partage tout à fait ce point de vue. Et je pense qu'il sera très très important, c'est la partie communication, les liaisons, toutes les liaisons informatiques, les télécommunications. C'est là-dessus que se jouera l'avenir. Et là, on a besoin, nous, de se préparer comme nos collègues chez Autosur. Et Bernard Bourrier aussi. Vous aurez besoin à ce moment-là d'un dialogue de nouveau. Le dialogue existe depuis longtemps. C'est pas une innovation, Dieu merci. On est dans un métier où on discute, si on est délégataire d'une mission publique, si on discute avec nos délégants. Donc là, il n'y a pas un souci. Par contre, c'est vrai que nous avons devant nous des chantiers qui, je pense, un peu sont colossaux, parce que c'est le fondement réel de notre métier. Parce qu'à partir du moment où le véhicule peut être intelligent et autonome, il va pouvoir prescrire l'obligation de maintenance et d'entretien. À partir de ce moment-là, le contrôleur technique, il faudra bien recaler sa fonction de complémentarité par rapport à la machine. Et donc, on revient sur la totalité de qu'est-ce que notre métier, quelle est notre fonction et comment on s'organise. Et là, on a quand même quelques discussions à avoir qui sont au niveau européen principalement pour la reconfiguration de notre métier. Cathy Bide, donc les mesures environnementales et puis à plus long terme, voitures autonomes connectées. Alors, nous commençons déjà à réfléchir aux questions de voitures autonomes et connectées, mais on est quand même à beaucoup plus long terme. Ouais. Donc, en premier lieu, toutes les questions liées à l'environnement. Merci à tous d'avoir participé à cette émission sur le contrôle technique.